Le débrief du Grand Prix de France sur Motors Inside, ça y est, la fête est finie. 3 jours d'action en piste, les spectateurs sont partis et vous le constatez, nous sommes dans le décor carrément du Grand Prix de France au Castellet. Derrière nous, ça range, les équipes filent pour Budapest et nous, messieurs, on va débriefer 30-45 minutes ce Grand Prix de France. À chaud, avec la lumière rasante du soleil, du Var, de la Provence, des conditions exceptionnelles pour ce Grand Prix de France. Messieurs, j'ai envie de commencer. Tout simplement, si on mettait une note à ce Grand Prix de France, si on met le packaging global, il y a eu beaucoup d'animation pour les spectateurs, il y a eu l'action en piste qu'on va bien sûr vous débriefer. Combien on met à ce Grand Prix de France Romain, peut-être pour commencer. Je commence, mais alors, du coup, vu que j'étais sur le terrain en tant que photographe, du coup, j'ai pas vraiment vu toutes les actions, j'ai pas vraiment tout vu, faudra que je revoie le Grand Prix. Mais moi, je dirais, il y a eu pas mal d'actions. Je dirais entre 13 et 14, parce qu'il n'y a pas non plus de lutte pour la première place. 13 et 14. Pas de lutte pour la première place, ça on va y revenir, mais on va pouvoir en débriefer. Toi Nico aussi pour Motors Inside, il faut le préciser, avec Romain, vous étiez les gars au bord de piste tout le week-end pour faire vivre en photo le Grand Prix de France sur Motors Inside. Toi Nico, tu mets un peu plus ou un peu moins sur la note globale du Grand Prix de France? Avant que Romain en parle, j'étais parti sur 7 sur 10, donc on se rejoint. Ça biaise un petit peu parce que... je donne le micro Nico. Allez, parce qu'au bord de piste, forcément on vit l'action un petit peu différemment, donc on a toujours des choses à voir, le regard qui se porte toujours vers quelque chose. Pour le public, je pense qu'il y a eu pas mal d'animations, surtout de l'autre côté, derrière le virage du Bossé. Donc ils n'avaient pas de quoi s'ennuyer, il y en avait pour tout le monde, pour les enfants, je pense que tu l'as vu aussi pas mal, et pour tous les âges. Bref, on a manqué peut-être un petit peu d'action, comme tu le disais Romain, notamment pour la victoire, mais c'était un bon Grand Prix de France. C'est ça qui nous intéresse, bien sûr, l'action en piste, parce que si vous n'étiez pas ici au Grand Prix de France au Castellet, on va analyser ça en profondeur. Toi Eric, pour avancer, est-ce que tu mets la même note? On lance peut-être ce premier débat. Pas de bataille vraiment pour la victoire. Alors on rappelle le contexte, Charles Leclerc qui part en pole position, mais qui se crache au 17e tour dans le double droit du Bossé. C'est Max Verstappen qui récupère la mise et qui au final gagne ce Grand Prix de France. Exactement, donc pour revenir sur la note, moi je mettrais un 13 sur 20 parce qu'on a eu des bonnes batailles en piste. On reviendra après dessus, mais on a vu notamment un Carlos Sainz qui a mis le feu un peu dans le peloton de tête. Mais dès le 18e tour, comme tu l'as dit Alex, on a été un peu frustré de voir que la bataille pour la première place n'allait pas se produire puisque Leclerc s'est sorti, il a admis une erreur, là aussi on va revenir je pense. Donc c'est dommage pour ça, donc un 13, mais j'aurais mis plus si on avait eu cette belle bagarre pour la première place. Il y a eu des bagarres, on va y revenir après, mais pour le podium, la remontée de Russell. Mais les gars, on s'arrête quelques instants donc sur Charles Leclerc qui ne termine pas ce Grand Prix. On rappelle le top 5, bien sûr, si vous habitiez dans une grotte ou si vous étiez à la plage pour ce week-end du Grand Prix de France, donc avec la victoire de Max Verstappen, avec aussi, on va y revenir, ce double podium, le premier de la saison pour Lewis Hamilton et George Russell, P2 et P3. La 4e place pour Sergio Perez, la 5e pour Carlos Sainz qui a fait sa remontée. Les Français, Ocon 12 et Gasly 12, Ocon 8 et Gasly 12, on va aussi y revenir. Les gars, donc en effet, cette partie de course, on reste un peu sur sa fin. Charles Leclerc, cette faute dans le double droit du Bossé, au début on pense que c'est une casse mécanique. Vous avez tous en tête et aussi dans les oreilles ce cri strident qu'il lâche dans la radio. Au final, c'est une faute de Leclerc, on peut l'analyser comme ça, une faute de trop. Il y a eu celle d'Imola, maintenant il y a celle du Castellet. Est-ce que c'est fini pour Charles Leclerc au cœur de l'été pour la course au titre, Romain? Ouais, en fait, clairement, on voit qu'entre Ferrari et puis que ce soit les pilotes ou que ce soit l'équipe, il y a vraiment rien qui va sur chaque Grand Prix. Ça va pas en s'améliorant. Et je pense qu'on ne peut pas gagner un championnat comme ça. On est à mi-saison là, donc on a fait plus de la moitié des Grands Prix maintenant avec le Grand Prix de France. Et il y a 63 points d'écart, Red Bull est très loin devant. Donc je vois pas comment franchement ils peuvent revenir là-dessus quoi. Pour moi c'est pas possible. C'est vrai que Ferrari il a gaspillé trop de cartouches, on a l'impression que débrief après débrief, on dit un peu la même chose. Il y avait tout là, alors là, c'est pas là, Ferrari, la faute on la mettait plus quand même du côté de Leclerc, qui était mis sous pression, qui avait bien contenu Max Verstappen sur les 17 premiers tours, Nico. Et au final, voilà, il laisse s'envoler ses points, c'est encore un 25-0. Toi, tu crois plus pour Charles Leclerc pour cette course au titre? Non, j'ai en tête le tout début de saison,
Je crois que c'était l'inverse. Ouais, ça peut aller vite après. Hein, dans le sens. Exactement. Vite, ça s'est renversé. Et là, le problème, c'est que ça va vite. Nico, je te coupe 2 secondes, ça va vite. Enfin, ça fait longtemps que ça va vite dans le même sens. On a eu l'Autriche, ce petit regain, et là, le Grand Prix de France, on retombe dans les travers de Ferrari. Ah, tu le dis, j'y croyais après l'Autriche. Alors, pas forcément pour dire plus Leclerc ou plus Verstappen, mais qui est vraiment une bataille, qu'on retrouve un équilibre en termes de points. Et puis là c'est le gouffre, vraiment. Il était assez dominateur. Je pense que Verstappen arrivait à le suivre, hein. Il attendait un petit peu le premier arrêt au stand, mais c'est vrai que c'était la stupeur. Moi j'étais à Sainte-Baume, tout d'un coup un grand silence dès qu'on a vu sur les grands écrans le crash d'une Ferrari. Et puis c'est vrai ce cri là qui reste encore en mémoire, c'est hallucinant. Et c'est vrai que pour Ferrari, que ce soit pour Sainz, pour Leclerc, à chaque fois, à chaque course, on a un souci et ça fait un petit peu brouillon en fait. Donc non, je crois que Verstappen est très très serein. Et ça va être très difficile d'aller le chercher. Surtout que, alors, pour reprendre, donc Verstappen au soir et après ce Grand Prix de France compte 233 points. Charles Leclerc 170. Je vous laisse faire les calculs à la maison ou vite fait. 63 du coup, 63 pour Romain. On est après ce Grand Prix de France, donc la fatigue est présente. Mais Eric, est-ce que de toute façon Max Verstappen aurait pu dépasser Charles Leclerc sur ce qu'on peut résumer de ce Grand Prix de France? Charles Leclerc a été surtout devant en essai, bien aspiré par Carlos Sainz dans la fin de la ligne droite du Mistral. Et les Red Bull avaient un meilleur rythme de course. Est-ce que de toute façon les dés étaient jetés ou est-ce qu'il aurait pu tenir? Là on fait de la fiction, mais il y avait du positif quand même pour Charles Leclerc. Il y a du positif dans ce Grand Prix? Alors oui, il y a du positif parce que tout le week-end il a dominé. Il fait la pole. Ils font les meilleurs temps chez Ferrari en essai libre, que ce soit Leclerc ou Sainz. Donc ils étaient là pendant tout le week-end. Après, c'est vrai qu'on a vu que sur les longs relais, dès le vendredi, Red Bull avait un léger avantage. Mais pour revenir sur la course au titre, je pense pas qu'il faille encore enterrer Ferrari. Pourquoi? Parce que sur la dernière course, il y a deux titre pilote ou titre pilote. Par le titre pilote. Il y a 2 courses, on n'était pas loin d'un doublé Ferrari. On l'a pas eu. Il y a la fiabilité qui a pêché. À chaque fois, on n'est pas loin, quoi. C'est ça le problème. Non, bien sûr, on n'est pas loin. En fait, il manque pas grand-chose. Je pense pas qu'ils vont pouvoir revenir cette saison. Mais Ferrari va encore gagner des courses. Mais voilà, c'est pas Red Bull qui risque de tout gagner. Il y a des profils pour Ferrari sur cette fin de saison. Ah, mais complètement, parce que déjà il y a des circuits qui vont leur convenir. Enfin, dès la semaine prochaine en Hongrie, a priori, ce week-end en Hongrie pour Budapest, là où vous allez regarder cette vidéo, on sera au week-end certainement pour la Hongrie. Exactement, donc je pense que Verstappen est bien parti pour le titre, mais Ferrari sera toujours là pour aller chercher des victoires. Et sur la performance, je le redis, sur plusieurs courses, si la fiabilité n'est pas défaillante, Ferrari avait l'avantage en vitesse pure, que ce soit à Barcelone, en Azerbaïdjan, ici, même à Monaco, il l'avait. Même si Ferrari, oui, c'est vrai qu'ils avaient le rythme, Eric, mais en sortie, on voyait Ferrari et Charles Leclerc, soit en sortie de virage, avoir un peu plus de mal, moins bonne traction que la Red Bull, en ligne droite, déposer quand même Max Verstappen. On peut parler, les gars, de la remontée de Carlos Sainz, justement, on parle du potentiel de la Ferrari. Carlos Sainz, qui a été élu, si je ne m'abuse, pilote du jour, Nico. Toi, c'est ton pilote du jour. Est-ce que ça laisse entrevoir de belles choses? On a vu de belles choses avec Carlos Sainz sur sa remontée. Il a carrément dynamité le peloton parce qu'il part dernier. Très rapidement, il revient pas loin de des belles actions, des belles remontées. Heureusement qu'il y a ça, quoi, parce que sinon la note. Tu penses sans Romain, sans cette remontée de Ferrari, de Carlos Sainz, on se serait un peu embêté? Ouais, un petit peu, ouais. Pas embêté, mais en tout cas, il y aurait eu beaucoup moins de suspense, beaucoup moins d'action en piste, et puis la différence de niveau entre la Ferrari et puis les poursuivants étaient un peu aussi accentués avec le changement du moteur, quoi. Ouais. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le moteur a clairement joué en faveur de Sainz. Bon, en même temps, il part dernier, mais en même temps, il a osé. Il a osé énormément de choses, un dépassement sur l'extérieur, puis il s'attaquait à de plus en plus de gros clients, et rien ne pouvait l'arrêter, hormis la stratégie Ferrari peut-être. Hormis la stratégie, il faut parler de cette fin de course. Eric, toi qui as fait le résumé pour Motors Inside, c'est quoi? C'est de la cacophonie encore ou... Ah, pour Ferrari? Carlos Sainz, cette stratégie, lui, il refuse de rentrer, finalement il rentre, il se bagarre avec Perez et ça pédale dans la semoule, non? Là, ça pédale dans la semoule, oui et non, parce que tu disais, on fait de la fiction. Est-ce que les médiums auraient tenu à ce rythme-là? On ne sait pas, ils auraient pu chuter en température d'un coup en fin de course. Mais quand même, il fait une course incroyable. Alors, comme il partait loin, il a dû partir sur une stratégie un peu différente. Il est parti en dur alors que tous les autres sont partis en médium. Il a très bien su faire fonctionner ses durs. C'est avec ces pneus-là d'ailleurs qu'il arrive
à doubler. Il double Russell notamment. Il y a double Russell à l'extérieur, comme le disait Nico dans le virage de Cine. Magnifique manœuvre. Et après, il y a une passe d'armes folle dans les derniers virages. C'est ça. Parce que moi, je regardais sur les écrans du coup et je me rappelle avoir applaudi du bord de piste parce que du coup, j'étais pas au bon endroit, mais du coup, je me rappelle avoir applaudi avec les spectateurs derrière parce que c'est vrai que c'était bel extérieur et franchement, Et une c'était grosse ferveur Ferrari aussi Ouais. dans le public. Bah oui, qui Ouais. s'est On est reporté dans de le sud, Charles hein. vers On est dans le Sainz, sud. mais On est dans le sud, on est ici. On tourne ici cette vidéo forcément au Castellet, vous le voyez derrière nous, on est à quelques kilomètres de Brignoles, là où a grandi Charles Leclerc, là où il a commencé à faire du kart plutôt, et de Monaco bien sûr, donc il y avait ce gros soutien pour Ferrari. Mais bon voilà, pour clore un peu cette partie Ferrari, eh ben c'est pas une occasion de convertir encore pour Charles Leclerc, alors qu'il y avait le potentiel, il y avait les moyens de faire vibrer là ce public qui n'attendait que ça, qui était acquis à la cause de Charles Leclerc. Qui en profite du coup? On en Oui. parle souvent, mais du coup, il limite pas tellement bien la casse Ferrari aussi parce qu'en fait, Sainz, il est même pas sur le podium. Et ça, on le dit à chaque fois, c'est que quand Verstappen, lui, il réalise pas vraiment quelque chose d'intéressant, il arrive tout de même en fait, à au moins être sur un podium ou dans un top 5. Et voilà, et là, c'est pas le cas de Ferrari encore une fois, quoi. Donc, J'additionne les points de Verstappen et Perez, on est à 25 plus 12, 37. Sainz, on est à la 5e place, qui nous vaut 10 points, si je ne m'abuse. Donc vous voyez l'écart encore qui se fait, et je vous laisse Il y a- encore faire il y a la différence. 7 points d'écart, je crois. Il y a plus que 7 points d'écart, je crois. entre Perez Entre et Perez. Leclerc. Ah là, tu parles de Perez, ouais, Perez Leclerc, sur la Perez deuxième qui place. remonte sur Leclerc Ah oui. au classement général pilote, au constructeur, le gouffre qui se fait de plus en plus entre Red Bull et Ferrari. On sent Verstappen très serein. Ce qui vous a peut-être surpris, les gars, je ne sais pas vous, mais Verstappen Warner à la fin dit limite, une journée presque basique. Pour eux, c'est même plus un exploit de gagner, c'est devenu la routine. On sent Red Bull Ah ouais, super serein, surtout c'est ce qu'on peut C'est là où retenir. il a demandé à Verstappen la position de Perez, non? Ouais, Je crois qu'il a demandé la position de Perez à ce moment-là, et puis il a dit quoi, 4 ou 5, je sais plus. Ouais. Et du coup, il a dit ok. Je crois qu'il a voilà. répondu par un ok. Ouais, voilà. En tout cas, voilà, Red Bull avance, continue d'avancer. Voilà, il y a toujours ce match, mais voilà, c'est eux et c'est Verstappen qui va mener là à la trêve dans une semaine. Il est déjà devant à la mi-saison parce qu'on a passé le cap de la mi-saison. Alors, qui va peut-être pouvoir embêter pour cette fin de saison? Et là, ils l'ont montré au Grand Prix de France. C'est Mercedes. Ça y est, je disais en ouverture de cette vidéo, Lewis Hamilton 2e et George Russell 3e. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars, de cette performance? Est-ce que c'est la meilleure performance d'ensemble de la saison de Mercedes? Si je vois le classement, bien sûr, oui. Mais bon, si on enlève Leclerc... Pour l'instant, c'est Eric qui pense savoir le mieux. Alors il faut faire attention, c'est une très bonne performance de Mercedes effectivement. 2 et 3, double podium, c'est la première fois de la saison. Meilleur résultat d'Hamilton cette saison, il avait fait que des 3e places pour l'instant. Très bon rythme d'Hamilton qui résiste, qui ne s'est pas fait Excellent rattraper par rythme. Perez en course. Voilà exactement, en fait au début il prend un super départ parce qu'il partait 4e derrière Perez, il réussit à le doubler au premier virage. Il le tient, à aucun moment Perez n'a tenté de le dépasser. Et derrière, en fin de course, c'est Russell qui double Perez pour faire le 2 et 3. Alors bien sûr, il profite des difficultés de Ferrari, mais je disais tout à l'heure que c'est un résultat en trompe-l'œil parce qu'en termes de temps, notamment en qualif, ils étaient très très loin. Ils étaient à plus du 10e pour une 4e place, derrière les 2 Red Bull et Leclerc. Donc il faut faire attention quand dans un bon jour pour Ferrari, sans problème de fiabilité et avec la solidité et la force que montre Red Bull, pour moi, ils ne peuvent pas faire mieux que 5 et 6. Donc, ils grignotent. C'était peut-être la voiture la plus fiable du plateau. Elle n'a jamais eu un pépin mécanique, cette voiture, depuis le début, contrairement aux deux leaders. Donc, ils vont jouer les arbitres, peut-être de cette fin de saison. Ils vont s'améliorer. Mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent aller chercher des victoires d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire que Lewis Hamilton, les gars, qui vient de franchir le cap des 300 Grands Prix, ne va pas ramener de victoire cette saison, ce qui serait une première dans sa carrière. On se projette, mais sur ce que vous avez vu en France, il n'a jamais pu embêter Verstappen sur la fin, Nico. Il a clairement jamais pu embêter Verstappen qui était vraiment dans un salon, dans un fauteuil, en tout À la début plage, de... mais quasiment, Dans la plage. mais la plage elle y était, dans les virages du Bossé, les spectateurs étaient C'est vrai. à la plage, c'était le lieu. Non, en fait, on s'était rendu compte avec Romain que dès le début du Grand Prix, ils ont pris la poudre d'escampette.
Ils se sont vraiment échappés, Leclerc et Verstappen. Il y a eu un gouffre très rapidement entre les deux. Je crois que Romain, tu disais on a le temps de changer d'objectif si on voulait en attendant Hamilton pour exprimer un petit peu la différence. Mais voilà, donc du coup, il s'est complètement reposé. Ça lui permet aussi de conserver de la fiabilité pour son moteur, de rouler un petit peu tranquille. Donc on en discutait aussi. Hamilton et Russell ne pourront jamais à la régulière obtenir de meilleures places. Une victoire. C'est pas exclu. Sur un fait de course. On l'a vu avec Ocon, l'année dernière. Le Enfin prochain voilà. Grand Prix, on va en Hongrie, on sait très bien que ça peut Mais mixer, quoi. il reste 10 courses, donc ça peut bouger. ça veut dire beaucoup de potentiellement de risques de casse, d'accidents. Surtout là cette année avec ce nombre Mercedes de peut courses. encore gagner, quoi. Il n'y a pas de raison, faut pas les exclure là-dessus. Hamilton Mais ou pas à la Russell? régulière. Parce que George Russell, 3e de ce Grand Prix de France, alors il a été la chercher, sa 3e place sur Sergio Perez. Malin au restart, la dernière neutralisation sur Virtual Safety Car. Pour vous, c'est roublard ce qu'a fait George Russell de se laisser donner un peu de distance sur la Virtual Safety Car avant d'attaquer, ou alors c'est un peu bingo la chance? Ouais, alors je pense qu'il y a... Merci. Je pense qu'il y a de la chance là-dedans parce que Perez, il a semblé être un peu pris de court par la fin du Virtual Safety Car. C'est quand même très étonnant qu'il soit revenu aussi vite, Russell. Quand on voit la caméra embarquée de Russell, on s'aperçoit, on a l'impression que Perez s'est patiné ses roues arrière. Donc il a pris une mauvaise impulsion et c'est comme ça que Russell a pu revenir et le dépasser. Donc il profite de ça, mais de toute façon en rythme, en fin de course, Russell était au-dessus du Mexicain. Donc il aurait... Ils avaient les mêmes pneus. Ils avaient tous des médiums. En fait, ils avaient tous des durs, pardon. Ouais. Ils avaient tous fait un seul arrêt, ils sont partis en médium, les leaders, et ils avaient des durs à la fin. Là, Et, la stratégie Pirelli, Vraiment à armes égales, quoi. Ils étaient à armes égales, mais en rythme, c'est vrai que la Mercedes était au-dessus de la Red Bull en fin de course. on n'a pas été régalé. Bon, la stratégie, ça a été assez classique. Pirelli, voilà, on a déroulé. On pensait qu'avec cette chaleur, ça aurait pu faire 3 arrêts. Au final, on est resté assez classique, sobre. On n'a pas été, il n'y a pas eu de gros coups sur la stratégie, les gars. On a vu les pilotes du fond de classement rentrer rapidement et après, tout le monde a déroulé sa stratégie. Bon, de toute façon, Leclerc, c'était trop tard. Mais voilà, on n'a pas été surpris de ce côté-là. Non, pas de surprise, mais en même temps, je pense qu'ils se sont tous un petit peu calmés. Ils se sont pas mal testés. Notamment vendredi où Romain, je te disais que c'était une session où j'ai pas vu beaucoup d'étincelles notamment. J'en cherchais pour faire des photos et il n'y a pas eu de grosses attaques. Et bon, la température n'était pas non plus si exceptionnelle que ça. Vous n'avez pas eu trop chaud, vous les gars, vous étiez en bord de piste. Il fait chaud, c'est le sud en France, donc forcément il fait chaud. Mais moi je m'attendais à pire. Il faut préciser que Nico vient du sud, donc pas très loin de Toulon, c'est peut-être d'ici, c'est peut-être pour ça que tu es habitué. Je suis peut-être acclimaté, effectivement. C'est J'ai pour pris ça. un peu d'avance. Mais c'était marrant, bon, pour ouvrir la parenthèse, forcément on était sur place pour Motors Inside, on voyait le balai des photographes dont vous les gars rentrez un peu comme au combat avec toute cette chaleur, ça c'est la parenthèse pour ce Grand Prix de France. On parlait de Mercedes, Hamilton, Russell, alors que vous voyez peut-être derrière nous un avion décollé, on est à côté de la piste du Castellet, donc voilà, on est au cœur du Grand Prix de France pour ce débrief. George Russell a été dominé, si je ne m'abuse, tout le week-end par Lewis Hamilton, c'est peut-être un point Et qu'il c'est faut pas la première fois. développer. On en rediscutait avec Eric tout à l'heure. Et effectivement, c'est depuis le Grand Prix Tournant en Azerbaïdjan, voilà, que Hamilton reprend un petit peu des couleurs. Et Comment on peut l'expliquer? Parce qu'Hamilton il prend le dessus. a beaucoup testé des pièces sur cette Mercedes W12 totalement inconstante, rétive. Et Romain, tu penses en effet, comme dit Nico, que c'était de l'intox ou pas? Finalement, là, Lewis Hamilton a fait les mêmes pièces finalement que George Russell et s'en sort mieux là. Ouais, tout à fait. En fait, moi j'ai l'impression en fait que Hamilton a fait un peu le cobaye un peu sur le début de saison. Et c'est aussi un peu ce qui explique pourquoi il était un peu des fois derrière Russell. Et à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça vient un peu aussi de là. Et là où Russell, qui était déjà dans une nouvelle équipe avec une nouvelle monoplace, devait s'adapter. Puis en plus avec un nouveau règlement technique. Et je pense que, bon voilà, ils l'ont dit, Toto Wolff, il a dit qu'ils n'avaient pas la possibilité de se battre pour le championnat, qu'ils avaient raté leur développement. Et du coup, je pense qu'ils ont arrêté de faire le cobaye sur Hamilton là-dessus, à partir de l'Azerbaïdjan, quoi. Ouais. Je pense que ça correspond à peu près à ça, quoi. Moi, je pensais que c'était l'intox au départ et que je pensais vraiment qu'Hamilton avait du mal en début de saison à s'adapter à cette voiture ou que Russell avait Ouais, mais vraiment... autant d'écart,
c'est quand même bizarre quoi. Finalement, il est très constant, il a l'air assez serein aussi et sûr de lui. Bon, voilà, la bataille entre les deux Anglais, on va voir la suite. Qui est excitante parce que c'est Il y a toujours un look en tout cas hyper. On a des belles photos, on aura des belles hyper photos. unique, hein, ouais. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Motors Inside parce que Romain nous a ramené des belles photos avec Lewis Hamilton. C'est un peu la Fashion Week. Hein. C'est toujours, ouais. Ah, c'est toujours avec Lewis qui Et donc ramène cette deuxième heureusement, parce place. que ça permet de rajouter un peu aussi de piment à ces week-ends-là, quoi. En plus de toutes les animations du Grand Prix de France des paddocks globalement, mais heureusement Lewis Hamilton il apporte aussi un plus là-dessus, quoi. Lewis Hamilton qui s'en va en hélicoptère et qui vous salue dans ce débrief Motors Inside. Oui, pour finir là-dessus, Eric, sur ce débat Hamilton-Russell. Alors plus sur Mercedes, il y a moins d'écart au championnat entre Ferrari et Mercedes qu'entre Ferrari et Red Bull. Hein. Donc ça, c'est super intéressant. Faire attention à ça parce qu'on parlait de la fiabilité de Mercedes tout à l'heure. Rien que par la fiabilité, ils vont pouvoir grappiller encore plus, voire peut-être, on verra en fin de saison, finir devant. Quoi. Ouais. Bon, Red Bull semble pas trop par contre être inquiétant. Voilà. Red Bull semble intouchable, clairement. On met une croix déjà à Red Bull, champion constructeur, et Verstappen quasiment une croix. On avance les gars, ce débrief, ce classement du Grand Prix de France, parmi les satisfactions, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'on peut mettre Alpine qui joue à domicile dans les satisfactions avec Fernando Alonso qui a fini P6, qui n'a pas pu résister à Carlos Sainz mais qui a résisté par contre, qui a roulé bien devant Lando Norris. Alpine, la satisfaction, il faut aussi préciser la 8e place d'Esteban Ocon qui avait pris une pénalité de 5 secondes au départ pour avoir cartonné, j'allais dire, Yuki Tsunoda au freinage de la chicane nord. Alpine fait effectivement une satisfaction, il passe au championnat de McLaren. C'est vrai. Et il y avait égalité avant la France, les voici maintenant devant Alpine, 4e. Donc c'est une vraie bataille en plus parce que ça s'est passé pour le coup pendant la piste parce que les deux équipes étaient à égalité avant d'arriver et c'est sur la piste que ça s'est décidé finalement et pour une fois les deux Alpines terminent. Ouais. Ce qui n'est pas non plus très souvent. Donc c'est déjà pas mal pour le Grand Prix de France entre guillemets. Alonso excellent départ aussi, il faut le dire avec Hamilton, je pense que c'est les deux qui ont pris le meilleur départ sur ce Grand Prix de France. Oui, alors je pense pas qu'on en parlera plus tard, mais il y a Magnussen aussi qui se retrouve au bout de 1 tour et demi 12e, alors qu'il partait 20e, on ne sait pas comment il a fait, il a gagné 8 places. Donc c'est lui qui gagne le plus de places, mais effectivement tu fais bien de dire qu'Hamilton et surtout Alonso ont pris un excellent départ. C'est le bonus, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément vu Kevin Magnussen, on parlera comme ça, on parle de Haas aussi dans ce débrief, les deux Haas qui terminent loin puisque Mick Schumacher a abandonné et Kevin Magnussen aussi. Magnussen a abandonné et Schumacher termine très très loin. Schumacher 15e, dernier classé, Schumacher dernier classé 15e de ce Grand Prix de France et Magnussen a abandonné. Mais Alpine on disait, du côté d'Esteban Ocon, on est en France, vous avez derrière nous le Castellet, le circuit, on range, Esteban Ocon 8e, qui c'est toujours quand même, on est entre deux, on a un peu le cul entre deux chaises pour Esteban Ocon, sa voiture a reçu des évolutions au niveau du fond plat. Bon, coup-ci coup-ça, mauvaise qualif, j'ai l'impression qu'il a traîné sa qualif sur la course, les gars, je sais pas ce que t'en penses Romain. Non, je pense qu'il. En fait, je peux pas dire par rapport à ce que la voiture mérite en fait, moi ça me choque pas, c'est un week-end assez habituel pour Alpine en fait. Je trouve qu'ils sont plutôt à leur position. Là où ils devraient être. La différence c'est qu'Alonso d'habitude abandonne. Et donc en fait il n'arrive pas à marquer des top 10 et là donc en fait Ocon est souvent dans les P6, 7, 8, 9. Et du coup on a Alonso qui termine pour une fois et donc elle est P5. Donc en fait la différence par rapport à d'habitude je pense c'est plus Alonso qui termine plutôt que Ocon qui fait. Oui, parce que c'est Ocon qui a ramené les points cette saison pour l'instant. Là, Alonso a connu un week-end sans difficulté. Et donc voilà, Alpine, 4e place, c'est important peut-être dans ce momentum. Ocon a dépassé Ricciardo aussi, si je ne m'abuse, en fin de course aussi, ce qui est très important. Alpine donc prend le dessus sur McLaren et même dans le milieu de peloton pour fermer cette partie Alpine, les gars. Nico ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, je pense qu'il faudrait attendre peut-être un retour en force de Ricciardo. Mais je les trouve vraiment au coude à coude. Désigner une équipe pour moi qui a vraiment pris le pas, ça va dépendre un petit peu des pistes. Peut-être aussi de la fiabilité pour Alonso. Eric a pas l'air d'accord. Mais Eric a peut-être vu la course différemment. Eric, tu vas nous dire ça, toi qui as écrit l'article de résumé de course pour Motors Inside, depuis la salle de presse du Grand Prix de France. Voilà, c'était exactement. Alors, en fait, je suis pas d'accord avec ce que dit. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Nico, mais pas avec ce que dit Romain, parce que par rapport à sa qualif, je pense si il avait fait une meilleure qualif,
c'est le risque en fait quand on rate ses qualifs, on se retrouve au cœur du peloton. Et avec une meilleure qualif, il aurait sans doute pas cartonné Tsunoda. Et il aurait peut-être fini devant Norris et faire encore plus d'écart, rapporter encore plus de points par rapport à McLaren. Qualif en trompe-l'œil. Alors non. Ah non, il n'y a pas eu de. C'est à la régulière. Ils reviennent de loin Alpine parce qu'ils avaient complètement foiré leur journée du vendredi. Ocon dernier, tout en bas de classement des EC Libre 3. Des EC Libre 1, 2 et 3. Exactement, il n'y a que Alonso qui arrive à faire un top 10 en EL3. Donc c'est un peu un miracle en fait qui se retrouve là Alpine. Donc il faut faire attention à la suite parce que s'ils continuent à faire des mauvaises qualifs comme ils l'ont fait, quand on voit que McLaren réussit quasiment toujours à être dans le top 3, en tout cas en Q3, pardon, en tout cas pour ce qui est de Norris, maintenant Ricciardo a un peu haussé son niveau de jeu, rien n'est fait en milieu de peloton, donc prudence à côté français. Voilà, on reste prudent pour cette 4e place. La bagarre, on Romain peut aussi dire que c'est toujours très serré, le peloton, on va dire le ventre mou, que ce soit McLaren, même avec donc Alpine, Alfa Romeo, As, qui est très remonté là depuis quelques temps, on ne sait pas trop non plus pourquoi parce qu'ils n'ont pas d'évolution, mais là c'est très serré. D'ailleurs les qualifications sur les 10 premiers, il y avait 7 écuries différentes, donc c'est quand même important quoi. Est-ce qu'il y a aussi, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? J'allais parler d'Aston Martin aussi, il faudra quand même les mentionner. On peut parler Aston Martin. Ah pardon. Aston Martin. Un petit peu sur les hiérarchies, je trouve qu'il y a vraiment de grosses différences en fait entre les rythmes en qualif. On peut se dire que voilà, y a une hiérarchie qui est plus ou moins constante et un ventre mou, comme tu disais, très très serré. Donc voilà, selon si on se loupe un tout petit peu, ça peut vite être la catastrophe. Ouais. Et après en rythme de course, on retrouve un petit peu quand même les mêmes choses avec Red Bull, Ferrari devant, les Mercedes tout seul. Derrière, une bataille entre Alpine et McLaren. Mais les As, elles ne marquent le pas. Les Alfa Romeo aussi, ça m'embête un petit peu. Les Alfa étaient un petit peu nulle part. Partie de tableau. Guan Yu a abandonné en fin de Grand Prix. Valtteri Bottas anonyme, 14e, avant-dernier classé, ce qui est rare pour Valtteri Bottas cette saison. Et les Aston Martin, je te fais un petit lien vers la suite. Magnifique transition, alors que le soleil va bientôt là, vous aurez peut-être bientôt plus de lumière, vous finirez cette vidéo. La Sandbomb cache un petit peu tout ça. De l'autre côté de la caméra, le massif de la Sandbomb et le soleil qui se couche, mais on avance ce débrief. On est pas mal les gars quand même. C'est vrai qu'on pourrait rester longtemps. Il commence à faire bon. Les gars, on commence à respirer. Petite fraîcheur au sunset. Magnifique pour ce Grand Prix de France. Alors les Aston Martin. Voilà, la 10e place et la 11e place d'Aston Martin. Lance Stroll et Sébastien Vettel ont quasiment roulé tout le temps roue dans roue pour ce Grand Prix de France. Même le dernier tour, Vettel attaque Stroll. Ça a failli très mal finir. Ouais, très mal finir. Eric. Ils sont à 2 doigts de s'accrocher juste là au dernier virage. Donc il fallait faire attention à ça. Mais c'est vrai que c'est très étonnant, comme disait Nico, cet écart de rythme entre les qualifs et la course. Mais je pense que même eux sont surpris de leur rythme de course. Les deux Aston, si je ne m'abuse, sont éliminés en Q1. Les deux Aston sont éliminés en Q1. Pour Stroll, ça fait plusieurs qualifs de suite que ça arrive. Qui pleuve pour Lance Stroll. Voilà, exactement. Il faut qu'il y ait une course chaotique, des qualifs chaotiques. Donc finir 10 et 11 en marquant le point de la 10e place, justement, c'est un peu miraculeux quand même. Mais bon, si Leclerc est là, a priori, il marque pas de points. Donc voilà, il récolte un peu les miettes laissées par les autres. Mais c'est un point pour Aston Martin, alors qu'un tracteur va s'élancer en piste pour terminer ce Grand Prix de France. Et donc, voilà, alors il y a quand même seulement 15 classés pour ce Grand Prix de France, puisque c'est Mick Schumacher qui ferme le bal avec sa 15e place. Guan Yu donc a abandonné. Il y a Latifi aussi qui a abandonné dans un anonymat total. Kevin Magnussen a abandonné. Yuki Tsunoda à cause du départ. Et bien sûr Charles Leclerc. Donc voilà pour ce Grand Prix de France. On peut parler en bref. Est-ce que vous avez autre chose, un point peut-être sur lequel on n'a pas parlé côté piste et sur lequel on peut revenir? Bon, Williams totalement anonyme. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non. Parlons de Williams alors. Oui, parce que Latifi s'est battu avec Magnussen et Gasly au cœur du peloton. On viendra peut-être sur Gasly après. C'est peut-être la première fois qu'on voit Latifi aussi proche dans le peloton, alors que d'habitude on attend toujours plusieurs secondes avant de le voir passer devant nous. C'est la première course, le premier week-end où il y avait les évolutions qu'a Albon depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne. Elles semblent fonctionner sur la Williams. Ouais. Si Latifi arrive à se battre pour le peloton, ça veut vraiment dire qu'elles sont bonnes ces évolutions. Donc peut-être quelque chose encore à voir pour Williams. Oui, on a encore des choses à dire, mais Pierre Gasly avec son AlphaTauri. Le problème c'est quoi, il a été très loin, 12e et classement flatteur. J'ai pu assister à des dépassements, mais d'ailleurs je crois que c'est sur une As, c'est Magnussen, non? C'est sur Magnussen. Beau dépassement au frein. Et je crois que ça s'est joué, parce que j'ai pas vu le reste, mais je crois que ça s'est joué, il y a eu un dédoublement peut-être et que ça s'est rejoué au virage d'après, non?
Je crois qu'il a fait en 2 fois le dépassement. Pierre Gasly qui a été Mais- battu par Tsunoda en qualif. Mais Et, en tout cas, on peut signaler aussi belle ambiance dans les tribunes parce que Ouais. du coup c'était pas loin de la tribune de Gasly, donc du coup les Chicane fans nord. se sont levés, donc c'était cool. ouais. Donc non, franchement chouette. Après bon, il s'est pas qualifié comme il fallait, donc du coup il pouvait que remonter quoi. Gasly, on le sent que dans un peu un espace-temps là, un peu compliqué, l'AlphaTauri ça évolue pas comme il faudrait. Il y avait des évolutions ce week-end là pour le Grand Prix de France. Ça progresse pas du côté d'AlphaTauri, même si Tsunoda était en Q3. Il s'est lancé 8 grâce à Sainz et Magnussen. C'est ça, exactement. C'est dommage que Ocon l'harponne, il aurait pu finir éventuellement dans les points, bon ça on le saura jamais. Pour Tsunoda, ouais. Pour Tsunoda. Gasly, c'est dommage, il y avait des belles promesses le vendredi. Il fait P5 et P7 en EL1 et EL2. Il rate sa qualif. Alors après, il y a eu des circonstances. Il y a eu un drapeau jaune en fin de Q1 à cause de la sortie d'Albon. Mais bon, de toute façon, il était loin. C'est dommage pour Pierre Gasly. Les évolutions ne semblent pas encore bien fonctionner, mais le jour où elles fonctionneront, on espère pour lui qu'il pourra remonter parce que là, il passe à côté de sa saison, on a l'impression. Et à côté de son Grand Prix de France, il peut pas grand-chose certainement. On veut le défendre, mais voilà. Pierre Gasly a eu du mal. Il avait son public pour ce Grand Prix de France et AlphaTauri, voilà, qui reste englué dans ce milieu de tableau. C'est moins bon que l'an dernier, Nico. C'est moins bon que l'an dernier, mais voilà, depuis le début de saison, il a un petit peu de mal. En tout cas, tu disais, il a son public, il a fait plaisir à son public. On parlait du Et, public. la parade s'est déroulée, là, sur tous les pilotes sur des voitures anciennes. Et Pierre Gasly, il arrive, je dis 10 minutes, j'exagère, on est à Marseille, mais il est arrivé loin après tout le monde. Et effectivement, il en a donné vraiment à tout son public, tous les Français qui étaient là pour acclamer nos 2 pilotes. Et voilà les gars, on revient donc avec ce décor en fond pour terminer ce débrief du Grand Prix de France, un Grand Prix de France animé avec beaucoup de spectateurs et la victoire de Max Verstappen qui prend le large au championnat du monde. La prochaine étape c'est en Hongrie. Avant ça, on remercie les gars, je pense, l'organisation du Grand Prix de France qui nous a permis de s'installer ici sur la terrasse. Ouais, c'est cool, c'est une opportunité qu'on n'a pas sur les autres Grands Prix. C'est notre Grand Prix national. Motors Inside c'est français, donc c'est cool qu'on puisse faire ça ici sur les toits. Et puis avec la belle vue derrière, donc vraiment merci quoi. La belle vue sur ce soleil couchant, merci beaucoup Nicolas. Oui, merci effectivement à l'organisation qui nous a permis de nous réunir tous les 4. Et puis moi je vous dis à 2023, on aura notre beau Grand Prix du Castellet. Avec avant ça quand même des débriefs. Nico, reste avec nous pour le débrief des fins de saison. Merci beaucoup Eric. Merci à toi pour l'animation, merci à vous les photographes pour avoir alimenté nos beaux articles sur Motors Inside et merci à l'organisation du Grand Prix de France pour ce bel événement. À l'année prochaine et à la semaine prochaine pour le débrief de la Hongrie. Salut à tous. Ciao. Ciao.